Bonjour à tous, c'est les Lucasfilles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Alors cette année sur le calendrier chinois, ce sera l'année du buffle de métal, mais nous allons rester dans l'année du cochon avec Willow. Donc c'est notre premier hors-série, on va enfin ouvrir la playlist hors-série. Donc pour ceux qui nous découvrent grâce à leur amour de Willow, on va analyser d'autres films très prochainement. Pour ceux qui nous connaissent par Star Wars, ils resteront à peu près en terrain connu puisqu'on reste avec George Lucas. Et puis pour ceux qui nous suivent pas du coup sur les dramas asiatiques, ça va les rassurer de voir qu'on continue à s'intéresser aussi à d'autres matériaux. Ouais, on n'a pas lâché Hollywood et l'Occident pour autant, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que c'est sympa de commencer par Willow parce que on a encore un pied chez Lucasfilm et ILM. Et puis on retrouve notre Warwick Davis / Wicket du Retour du Jedi. On retrouve Ron Howard, le compagnon, le complice de toujours de George Lucas. Enfin bon, on est en terrain connu et surtout si vous avez vu nos 2 vidéos délire / critique des films sur les Ewoks, on avait quand même bien montré comment George Lucas avait préparé le terrain pour son Willow, hein, donc il y a un lien aussi avec les Ewoks. On se demande surtout comment, avec le terrain qu'il avait préparé, c'est-à-dire un terrain franchement glissant et pourri, on ait pu arriver à ce succès, cette réussite, en tout cas nous on en est convaincus de Willow. Alors film qui avait été dézingué par la critique à sa sortie, mais qui a quand même super bien marché parce que sur un budget de 35 millions de dollars, je crois qu'ils en ont gagné 137 millions, donc on considère que c'est un succès, et qui a accédé à un statut culte au fur et à mesure, alors la nostalgie aidant, mais quand tu le revois, tu te rends compte qu'il a quand même hyper bien vieilli en fait. Hein. Il fait pas du tout obsolète. D'autant que quand on le regarde sur Disney+, ce qui a été le cas là pour préparer cette émission, donc visionnage sur Disney+, la qualité d'image était supérieure à ce qu'on a eu au cinéma en 88 quand il est sorti, quand je suis allée le voir avec ma mère, et nettement supérieure à la VHS ou même au DVD. Hein. Donc n'hésitez pas à aller le voir sur Disney+, parce que la péloche, elle a jamais été aussi clean, quoi. Et c'est vrai que globalement, il a bien vieilli pour son époque, pour les années 80. Il s'inscrit quand même dans cette lignée de films de fantasy comme Legends, Labyrinthe ou Krull, qui ont pas forcément remporté des sommes mirobolantes au box-office quand ils sont sortis dans les années 80, si on compare avec les Indiana Jones ou ce genre de support, mais qui ont, comme tu l'as dit, atteint très vite le statut de film culte, et c'est encore vrai aujourd'hui, donc de tous ces films avec lesquels on a grandi. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait commencer avec lui, parce que on l'a kiffé gamine et on le kiffe toujours autant à l'âge adulte. On l'a quand même ressorti suffisamment dans nos précédents épisodes pour lui laisser un petit peu la place d'honneur quand on allait ouvrir notre playlist spéciale, ce qu'on appelle hors série, donc les Lucasfilles regardent. Et puis comme ça montre bien que même quand tu veux t'en débarrasser, tu vois, Lucasfilm, c'est un petit peu comme le petit sparadrap, tu peux pas t'en débarrasser, ça te colle au doigt. Et donc du coup, voilà, on peut pas se débarrasser complètement. Vous pouvez pas sortir les Lucasfilles de Lucasfilm. Et c'est vrai que dans Willow, il y a quand même plein de clins d'œil à peine déguisés à Star Wars, en commençant par les écrans d'introduction sur fond de brume, qui sont une transposition à l'univers de la fantasy du Rolling Scroll de Star Wars. Enfin, faut arrêter quoi. Là, pour le coup, t'as vraiment l'impression d'être il était une fois, il y a très longtemps. Enfin, c'est pas une galaxie très lointaine. Encore qu'on avait quand même soulevé la question de savoir s'il y avait ou pas compatibilité entre l'univers des Ewoks et celui de Willow. Et ça, c'est une blague, je crois, assez récurrente sur Internet de savoir. Il y a un moment, il y avait eu toute une blague de la part, je crois, de Lucasfilm, de dire que c'était le même univers. Et ça pourrait, de ce qu'on a analysé des Ewoks d'une certaine manière. Nous, on le souhaite pas trop. Tu t'as parlé de Star Wars. C'est vrai qu'il y a énormément de ponts avec Star Wars. D'ailleurs, quand le film était sorti, certains critiques avaient reproché que c'était un copier-coller de Star Wars dans l'univers de l'heroic fantasy. Oh là là, mais Luke Skywalker, c'est trop Willow, et Matt Martigan, c'est trop Han Solo. Alors, je ne sais pas qui était Chewbacca dans leur incarnation. C'est surtout que apparemment, les critiques de l'époque avaient pas l'air de nécessairement s'intéresser à la question du chemin du héros et de l'aventure du héros et de, on va dire, de tropes de base qui sont indispensables dans toutes les histoires et dans tous les films. Et bon, certes, il y a des choses qui sont peut-être clichés. Ça veut pas dire que le public l'apprécie pas. Et d'ailleurs, la preuve, le public, il était au rendez-vous. Et des années plus tard, parce que le film date de 88, le public est toujours au rendez-vous. C'est toujours un film qui est apprécié par de nombreuses personnes. Et des gens qui le découvrent aujourd'hui sont encore émerveillés.
hein. On peut témoigner toutes les deux. Moi, je l'ai regardé avec mes enfants, ça leur a vraiment bien plu. Toi, tu l'as vu avec ta femme qui l'avait jamais vu, elle a bien aimé aussi. Ouais, elle a bien aimé aussi, ouais. Et elle est dans le jeu de rôle, l'Heroic Fantasy, elle connaît tous les codes par le jeu de rôle, le Seigneur des Anneaux, etc. Enfin, on pourra en reparler. Mais les liens avec Star Wars et avec George Lucas, enfin, je veux dire, George Lucas, c'est une histoire qu'il avait déjà en germe en 72 et qu'il a développée dans sa tête en même temps que Star Wars. Il se trouve qu'il a fait Star Wars avant, mais l'histoire de Willow, il y pensait déjà. Il avait déjà tâté le terrain auprès de Warwick Davis sur le tournage du Retour du Jedi pour lui donner le rôle de Willow. C'est parce qu'il avait trouvé le bon acteur, voilà, il fallait qu'il avait trouvé le bon acteur. Hmm. Exactement. Et il voulait absolument que le héros soit un personnage improbable, donc là en l'occurrence un nain, ou un Elwyn, comme on l'appelle dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Lapsus révélateur, bon en gros ce sont les hobbits de Tolkien en fait, hein, les Nelwyn, oui, grosso modo, dans l'univers de Willow, hein, sa transposition. Et George Lucas, voilà, voulait vraiment se mettre du point de vue du héros improbable qui part avec un handicap, enfin vraiment c'est le même postulat que celui de Tolkien avec ses hobbits. Donc ça c'était plutôt intéressant. Et évidemment, George Lucas utilise aussi comme schéma de base le parcours du héros de Campbell. Donc c'est pour ça qu'il y a des gros points communs avec le parcours de Luke, mais enfin je veux dire c'est les gros points communs avec n'importe quel héros de mythologie, et on retrouve la même dimension mythologique et épique dans Willow que dans Star Wars. Donc, mais également comme tu l'as dit dans ton lapsus très révélateur avec le Seigneur des Anneaux, alors une référence qui n'a jamais été avouée, non, c'est pas du tout inspiré du Seigneur des Anneaux. C'est vrai que on va dire toutes choses. C'est vrai qu'il y a des choses en commun, mais ce qu'on va dire surtout, c'est qu'il y a l'effet aussi aujourd'hui pour un spectateur qui, du coup, a dans son répertoire le cycle de Peter Jackson, sa version cinéma du Seigneur des Anneaux. Forcément, ça te parle. Parce que, à un moment, on arrive dans le serpent qui se mord la queue. Parce que oui, il y a des moments, il y a des choses, des noms qui sont très évocatrices de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Mais c'est le serpent qui se mord la queue parce que Peter Jackson a vu également Willow. Et tu vois bien qu'il y a eu Willow qui est venu, alors polluer entre guillemets, hein, parce que je considère pas que ce soit une pollution négative, mais qui est venu brouiller les cartes dans sa réalisation du Seigneur des Anneaux, puisque on est dans les mêmes décors, parce que les deux films, oui, enfin, disons que la saga de Peter Jackson a été tournée en Nouvelle-Zélande, là où avait été tournée Willow, et à l'époque, c'était hyper original, tu faisais pas des tournages en Nouvelle-Zélande. Donc déjà, c'est quand même l'équipe du film de Willow qui a eu l'idée d'aller partir en Nouvelle-Zélande, trouver ces décors-là d'Heroic Fantasy, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de scènes et il y a plein de moments où tu te dis, attends, là, je suis en train de regarder un remake ou un rip-off, une copie du Seigneur des Anneaux. Et d'une certaine manière, tu pourrais dire aussi que quand tu regardes le Peter Jackson, t'as l'impression de regarder un Willow avec plus de budget et avec plus d'épisodes, quoi. Mais c'est vrai que Willow, par rapport aux autres films de fantasy qu'on a regardé dans les années 80, il est arrivé après, il est arrivé sur la fin des années 80, mais surtout, t'as la sensation que c'est un peu le parachèvement ou l'aboutissement de toutes ces recherches en fantasy, parce que tu as énormément de tournages en milieu naturel, tu as des effets spéciaux qui pour l'époque étaient au top. Qui restent encore bien, hein, qui restent propres. Qui restent globalement encore bien. Tu as vraiment les costumes, alors on retrouve en plus au niveau du design ce goût pour le japonisant, enfin en particulier l'armure de Sorsha, donc de la méchante, excuse-moi, c'est une armure de samouraï, quoi. C'est un mélange, voilà, de films de samouraï et de films de chevalier, en grosse armure, voilà. Donc, il y a quand même certaines des obsessions de George Lucas qui transparaissent même au niveau du design, bien que ce soit Ron Howard qui était aux commandes, George était jamais loin, il était à l'écriture, il était à la prod, il était à la post-prod, enfin bon, ça reste le bébé de George Lucas, hein, quand même. Hein, ce film. Ouais, et puis on retrouve aussi d'autres choses, parce qu'il y a quand même pas mal d'emprunts à des œuvres littéraires britanniques, je dirais plutôt essentiellement. Donc il y a plein d'autres moments où tu dis ah, donc on va vous sortir les références au fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'elles sont intéressantes. Moi, d'entrée de jeu, il y a deux choses que j'aimerais dire qui est pas très typique de George Lucas pour le coup, parce qu'on vient d'enregistrer sur la maternité, c'est un épisode assez récent. Et là, alors c'est très intéressant ce qui se passe pour Willow. Et tu vois, c'est marrant que ça nous ait autant marqué toutes les deux, parce que voilà, on est deux filles, hein, on vous le cache pas. Et c'est
un film qu'on a trouvé extrêmement jubilatoire, je vais pas dire jouissif parce qu'on était des gamines quand on l'a vu, mais oui, c'est un peu jouissif parce que c'est vraiment un film girl power, alors c'est quand même un paradoxe, et c'est pour ça que je le souligne, c'est écrit par un homme, d'ailleurs un scénariste qui a quand même pas fait grand chose, alors c'est assez étonnant. Ça a été conçu par un homme, George Lucas, qui généralement réussit quand même pas trop bien les femmes, à part Leia, mais Leia, il y a quand même l'aspect de Carrie Fisher qui est rentré là-dedans, qui a probablement joué. Mais bon, vous savez ce qu'on pense de l'interprétation des femmes par George Lucas en général. Il y a eu également donc aux manettes, donc le réalisateur c'est Ron Howard, donc encore un homme, et donc t'as que des hommes là-dedans. Ça représente l'aventure d'un héros, donc d'un homme avec comme compagnon essentiellement des hommes, mais bizarrement c'est un girl power tout du long, parce que les femmes sont vraiment bien, enfin tous les qui sont des personnages secondaires pourtant, mais c'est des personnages forts. Tu ouvres le film avec quasiment que des femmes, c'est elles qui sont les plus grandes adversaires, antagonistes ou qui viennent aider à certains moments. Elles sont à des positions de pouvoir supérieures, et en plus j'ajouterais que pour des filles tu t'identifies, et en plus nous des petites filles à l'époque, on pouvait s'identifier à 100% avec le héros principal, donc, qui était le personnage de Willow of Good. Alors, parce que c'était un personnage de petite taille, donc pour un enfant l'identification elle est évidente, mais aussi pour une femme ou pour une fille, parce que c'est représenté comme une personne qui est dénuée de pouvoir, à qui on n'arrête pas de dire, parce qu'il a des ambitions, non tu pourras pas y arriver, t'es pas assez bien, c'est pas pour toi, reste cantonné aux travaux qu'on t'a assignés, et puis c'est tout. Et donc qui doit défier l'autorité, qui se remet sans cesse en question, qui est pas sûr d'y arriver, mais qui va quand même y arriver. Donc la personne qui est la plus faible, qui devient le héros de l'histoire. Comment ne veux-tu pas qu'une fille s'identifie à ce parcours-là, qui presque pourrait être un parcours d'héroïne d'une certaine manière? Ouais, à bien des égards, il se rapproche du parcours d'héroïne. Willow a un côté très féminin, très maternant, et c'est pas pour rien qu'il se retrouve en charge de la protection de cette petite fille, de ce bébé, alors que c'est un homme. Et ça aussi, tu vois, déjà le fait d'avoir choisi que ce soit un bébé. Alors certes, t'as l'histoire de la princesse à protéger d'une certaine manière, puisque le bébé est une future, elle n'est pas princesse, hein, mais elle sera une future princesse, etc. Et donc voilà, c'est la princesse à protéger de l'histoire. Mais pareil, quand t'es une petite fille qui regarde ça, tu peux également t'identifier, parce que c'est pas la princesse dans la tour, comme par exemple dans Krull que tu citais avant, où le prince doit aller délivrer la princesse qui va épouser. Bon, pour une fille, c'est un peu plus difficile de s'identifier à ça en général. Bon. Mais là, tu peux carrément t'identifier, parce que toi aussi tu veux bien aller sauver le bébé, t'as pas d'histoire de mariage, de machin, de tomber amoureux, c'est ouais, moi aussi j'ai envie d'aller protéger le bébé. Et le fait que ce soit un film qui finalement extrêmement féminin, comme j'avais dit, ça s'ouvrait sur pratiquement que des femmes. T'as quand même une pièce où t'as quasiment que des filles. Je passe les barbus dans le fond qu'on voit quasiment pas et qui disent rien, enfin on s'en fout. Et t'as une sage-femme, t'as une femme en train d'accoucher, t'as une méchante reine, après t'as la fille générale qui débarque, et donc et en plus avec un accouchement, donc un moment extrêmement féminin. Au début tu pars en voyage avec une sage-femme, et donc pendant tout l'histoire t'as vraiment, comme tu dis, la question de s'occuper d'un bébé, de nourrir un bébé, de s'intéresser aux besoins d'un bébé, etc. Mais en dehors de ça, il y a aussi toute la question du sang, qui est un fil rouge également dans cette histoire, parce que donc on part d'un accouchement où déjà il y a du sang qui est présent, et à la fin tu termines avec des histoires de rituels autour du sang. Et le sang, c'est extrêmement important dans la conscience féminine et dans la construction féminine, parce que c'est vrai que le sang marque les étapes principales de la vie d'une femme, qui sont en dehors de sa naissance, qui est le même pour tout le monde, hein, que ce soit garçon ou fille. Mais après t'as quand même la question de tes premières règles, t'as la question de la perte de la virginité, t'as les questions de l'accouchement si effectivement tu as des bébés, et après la fin des règles, t'as donc ta ménopause, et donc la question du sang est sans arrêt présente. Et là, c'est vraiment bien traité, et c'est passionnant. Et donc c'est vrai que tu te dis, comment ça se fait qu'il n'y avait pas de femmes là-dedans? Et j'applaudis le travail qui a été fait, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on est autant de filles, à mon avis, à adorer ce film. Ouais, comme tu l'as dit, on peut s'identifier à plein de personnages, à commencer par le personnage principal, qui a un parcours de héros, mais presque d'héroïne, parce que c'est pas un récit initiatique dans le sens passage à l'âge adulte. Willow est déjà un adulte, il est marié et père de famille, il a charge de famille, et au début il refuse ce qui est son appel à l'aventure, entre guillemets, c'est-à-dire de recueillir la petite fille qui a été confiée aux eaux du fleuve comme Moïse. Donc là on a une grosse référence biblique aussi, l'enfant prédestiné à secouer les fondations d'un empire maléfique et libérer les peuples, donc qui est sauvé en étant confié aux eaux d'un fleuve. Mais sauf que là c'est une petite fille, exactement, qui est recueillie non pas par une princesse, mais par un paysan Nelwyn, donc issu d'un peuple qui est globalement méprisé par
par les autres races, qui est cantonné à sa vallée, à sa forêt, qui veut rester peinard, comme les hobbits, ils veulent rester dans la comté, là les Nelwyn c'est pareil. Ouais, c'est pareil, c'est que la bouffe, la fête et notre cher Willow, en plus, il est un petit peu la victime de bullies, harcelé par l'espèce de préfet du village qui est un gros con qui veut lui prendre ses terres, méprisé par beaucoup de gens du village, etc. Enfin, même au sein de sa communauté, il n'est pas spécialement apprécié ou considéré comme quelqu'un ayant de la valeur. Et à un moment donné, il dit même, un peu plus tard dans le film, « Je suis pas très grand, même pour un Nelwyn », c'est-à-dire que même physiquement, il se démarque pas des autres hommes de son espèce, en fait, de sa race. Donc, il a rien pour lui, tu crois, au début. Même, je suis personne, il le dira aussi. Tu vois, ça aussi, pour identification pour une femme, et ça te renvoierait personne, c'est énorme aussi. Toutes les minorités opprimées peuvent s'identifier à Willow, quel que soit leur sexe, la couleur de leur peau, parce que il est vraiment tout en bas de l'échelle sociale. Dès qu'il commence à rencontrer des humains de taille normale, donc les Daikini, il se fait traiter de pec, donc de petite merde, quoi. Et c'est non-stop, le mépris, voilà. Même les brownies se foutent de la gueule des Nelwyn, c'est dire. Donc vraiment, tout le monde les méprise. Ils sont en bas de la chaîne alimentaire. Donc on s'attache très très vite à lui. Il finit par accepter son appel à l'aventure. Il a des ambitions, même si tout le monde n'arrête pas de lui dire qu'il est de la merde. C'est qu'il veut devenir magicien. Il sent qu'il a le potentiel pour être magicien, mais il manque encore de confiance en lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il rate son test avec son premier mentor, qui est donc le vieux sage, là, le Merlin des Nelwyn, j'ai oublié son nom, qui donc refuse de le prendre comme un apprenti. Donc il a ce première figure du mentor qui est rattaché à son village, qui va le lancer sur la route de l'aventure avec des premiers compagnons, des guerriers, le préfet, son meilleur ami Migosh, etc. pour amener la gamine au monde des humains, parce qu'elle est une enfant Daikini, donc il faut l'amener au Daikini. Et l'amener où? À la croisée des chemins. Donc c'est littéralement la croisée des chemins. Enfin, je veux dire, là, Georges, il s'est pas fait chier. C'est pas foulé, non. Il s'est pas foulé la rate, hein. Il a pris les étapes dans l'ordre de Campbell et puis il a stabiloté au fur et à mesure. Enfin bon, c'est... Et donc Willow, lui, c'est pas un coming of age, mais il doit quand même faire cette recherche intérieure pour revenir avec l'élixir. Et l'élixir, c'est quoi pour lui? C'est pas la force, c'est la magie. C'est pratiquer autre chose que ces tours de passe-passe pour la foire, les fêtes de champagne ou je sais pas quoi, tu vois. C'est quand même un tour de passe-passe qui sauve à la fin. Donc c'est plutôt comprendre ce qui était la leçon d'origine du rite d'initiation qu'il a raté, alors que son instinct lui disait ce qu'il fallait répondre, c'est-à-dire de savoir que le pouvoir, il est en toi. Ça aussi, pour n'importe qui, mais je vais rester quand même dans la raison girl power machin, le fait que le pouvoir va pas venir de l'autre, mais c'est à toi de réaliser que tu es capable, que tu as des capacités. Et c'est vrai qu'il y a cette épreuve où il doit choisir le doigt qui a le pouvoir. Le magicien montre les doigts, et évidemment, montrer les doigts du magicien, c'est pas la chose à répondre, c'est décider que c'est toi qui as le pouvoir d'agir, ne pas douter de toi, arrêter avec les complexes. Un message extrêmement positif. Ah, complètement. Et donc du coup, on a le temps de le voir évoluer dans son monde ordinaire. On voit qu'il y a des frustrations, qu'il y a des menaces sur ses terres, etc., dont le préfet veut s'emparer. Très rapidement, on voit que toute sa communauté est menacée parce qu'il y a les espèces de chiens de l'enfer, là, qui sont tirés des Ewoks aussi, qui arrivent dans le village. Les Rottweiler des idées, qui arrivent dans le village, et c'est là que le magicien, enfin, il y a un conseil de village, et le magicien dit « Non, mais le bébé est spécial, il faut que vous l'ameniez à la croisée des chemins. » C'est ce que j'appelle le moment conseil livre de la jungle. Il y a de ça, ouais. Là, c'est le moment Mowgli, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu peux sortir les références. Et là, c'est Aquila en train de dire oui, il faut que tu ramènes ce petit homme au village des hommes. Et t'as Baloo et Bagheera qui vont partir ensemble pour le ramener. C'est exactement ça. Mais tu disais c'était pas un coming of age. Oui, par rapport à là où il en est dans sa vie, mais sauf que l'acteur, en fait, il était extrêmement jeune. Je me rendais pas compte quand j'avais vu le film. Et il avait 17 ans. Il était super jeune. Ouais. Warwick Davis quand il avait fait ce film, alors que c'était un petit peu le bébé du coin. Et aussi pendant qu'on parle du village des Nelwyn, je crois, alors est-ce que ça a changé depuis, je sais pas, mais pendant longtemps ça a été le film qui avait le casting où il y avait le plus de personnes de petite taille. Je crois que c'était entre 240 et 250, un truc comme ça au niveau du casting. Un truc de fou. Ce qui n'était jamais arrivé depuis Le Magicien d'Oz où ils étaient une centaine pour Munchkinland, en sachant que le titre provisoire de ce film, donc de Willow, était Munchkin. Et puis finalement, il a dû effacer en disant non, ça va se voir. Donc on va changer, on va mettre Nelwyn.
ça va passer. Mais tu disais qu'ils s'étaient pas emmerdés avec la croisée des chemins. Effectivement, il faut dire qu'ils se sont tellement emmerdés à chercher des noms, à coucher dehors avec des billets de logement pour tout, les lieux, les trucs. Alors, il y a certains trucs qui font bien penser au Seigneur des Anneaux, hein. Même Nelwyn, tu vois, ça fait un peu elfique hein, quand même dans le propos. Mais c'est vrai qu'il s'est un peu foulé. Et les noms, ils restent pas très bien en fait, à part Willow, qui est un nom standard, et Mad Martigan. Et j'ai envie de dire que déjà, le nom de Willow en soi, il est intéressant parce que Willow, c'est souvent plus un nom de fille qu'un nom de garçon. Donc c'est marrant qu'il ait choisi ce prénom-là qui généralement est un prénom. Et en plus, au niveau de la symbolique, donc son nom total, c'est Willow of Good. Comment dire? Mon héros est gentil. C'est un homme de bien. Et alors, il a choisi le saule pleureur. C'est également intéressant aussi parce que, en dehors que c'est un arbre qui pousse à côté d'une rivière et que donc c'est là qu'on trouve le bébé à côté d'une rivière, ce qui est déjà voilà assez pratique. Le saule, c'est un arbre qui résiste à la tempête, qui sous des allures d'être extrêmement fragile, tu vois, avec son côté gracieux, etc. est en fait un arbre assez résistant, quoi, et qui montre la capacité d'adaptation et le fait de s'adapter et de survivre aux épreuves qui te sont infligées, en fait. Donc c'est intéressant qu'il ait choisi celui-là. Ce qui est marrant aussi, c'est que, en dehors de ce premier mentor qui est un homme, ensuite, les autres mentors que va rencontrer Willow, ce sont des femmes. Il va y avoir Cherlyn Rea, qui est l'espèce de reine des fées ou je sais pas quoi, qui lui donne sa baguette. Galadriel. Voilà, c'est la Galadriel de service. Et Finrazel, qui devient son vrai mentor, et c'est grâce à elle aussi qu'il apprend à se concentrer. Alors, avec des vieux loupés au niveau des transformations de cette pauvre Hazel, ce qui fait qu'on a quand même parmi les premiers morphings au cinéma. Et à l'époque, je me souviens, on était fous avec les copains qu'il avait vus à l'école. Genre, oh, c'est trop bien fait quand il la transforme en corbeau, en chèvre. Quand tu passes de la tortue au tigre, c'est quand même impressionnant. C'est tellement bien fait. Enfin, pour l'époque, on était tout fous, quoi. C'était la révolution. Et puis, c'est des femmes qui continuent à lui apprendre la magie, à lui servir de mentor. C'est une femme, c'est Cherlyn Rea qui lui donne un objet de pouvoir. Bon, c'est l'équivalent du sabre laser pour Luke Skywalker, en fait. Hein. Et ça montre ce que le héros va avoir à conquérir, donc c'est-à-dire la magie qui est déjà en lui, mais qu'il doit apprendre à maîtriser, et ça passe par le fait de se faire confiance. Et c'est exactement ce que lui avait dit le mage avant de l'envoyer en voyage. Tu as échoué parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu avais la bonne réponse pourtant. Donc écoute ton cœur. Eh ben, il y a une autre femme qui est importante aussi. C'est sa femme. Elle est formidable, sa femme. Ouais. Voilà, on a quand tu disais parler de la maternité. Voilà un exemple positif de maternité enfin bien traité par George Lucas, car il y en a plusieurs dans ce film et il faut le dire. C'est pour ça aussi que c'est bien, parce que c'est vrai que, alors certes, t'as quand même une mère qui se fait dézinguer au début, mais c'est le côté logique, et t'en as quand même une aussi qui se fait dézinguer à la fin. Mais c'est le côté logique de la, oui, ouais, mais c'est la mauvaise mère, donc voilà. C'est le côté logique du parcours du héros avec le cordon symbolique. Mais sauf que quand Willow, lui, il part dans son aventure, il n'y a pas besoin d'aller tuer sa femme. Non. Il aurait pu faire massacrer tout le village, tu vois. Là, il nous réécrirait ça, ce serait Chris Terrio qui réécrirait le scénario. Tu commencerais par, alors attends, sa femme, faut la violer, la tuer, enterrer les gamins, et puis après, on peut partir à l'aventure. Mais non, ça, au moins, il n'y a pas. Et en plus, sa femme, elle fait cette chose qui est très belle, qui est de sacrifier sa chevelure. Donc, il y a un sacrifice qui est fait, mais pour protéger son mari, pour qu'il ait avec lui sa protection à elle, parce qu'elle est extrêmement protectrice, douce, nourricière, etc. Et elle est avec lui tout le temps. Et il est beau aussi ce geste-là, parce que ça fait aussi partie de la magie qui l'accompagne aussi. C'est-à-dire la confiance en lui qui gagne, c'est aussi la confiance que lui a donnée l'amour de sa famille. Et on le revoit toucher la tresse juste avant l'assaut sur le château de la vilaine sorcière à la fin. Il touche c'est hyper important ce moment, parce que c'est le moment où il flippe. Il se dit, ils ont un one-shot au niveau de la ruse qu'ils ont mise en place. Il est là avec Finrazel au milieu d'un camp déserté. Et il touche la mèche de cheveux de Kaya. Et Finrazel lui dit tes enfants seront fiers de toi. Enfin voilà, c'est le vrai secret, il est là aussi. C'est l'amour que lui portent ses proches. Et c'est l'amour qu'il éprouve pour la petite aussi, pour Elora Danan. Parce que même s'il était récalcitrant au début, finalement, il s'est très très vite attaché à la gamine. Et le mage, quand il l'envoie sur le chemin de l'aventure, il lui dit « Les os là, le truc de divination, ça me dit rien. La vraie question c'est, est-ce que tu éprouves de l'amour pour cet enfant ?» Et Willow lui répond « Oui. » Ok.
ok, bah pars à l'aventure alors. T'es la personne la mieux qualifiée pour t'occuper de cet enfant. Et c'est vraiment ça, la qualification première de Willow pour partir dans l'aventure et faire le meilleur gardien pour Elora, c'est l'amour qu'il éprouve pour elle, le dévouement et le fait qu'il lâchera jamais l'affaire pour la protéger. Et comme il ferait pour un de ses enfants en fait, ou pour sa femme. Donc c'est vraiment hyper chou quoi. Bah faut dire que le magicien du village des Nelwyn, je suis pas convaincue de ses capacités magiques en fait. Hein. Je me demande si c'est pas tout ça, c'est pas du trafic et de l'arnaque parce que bon, il y a l'histoire, je me suis dit des runes là, des bouts d'os, des bouts de bois qui lui disent rien. Bon, je veux bien. Voilà, alors ça nous fait vraiment penser aux Ewoks hein, avec les cadeaux magiques. Avec t'as droit à ton œuf Kinder, mais au lieu d'un œuf Kinder, c'est des glands. Alors bon, il faut un glandu. Donc avec ces trois glands. Bon, voilà. Mais alors, et le fait est que les glands, ils marchent. Je vais lui donner ça, que ces glands, ils marchent. Et c'est vrai qu'il est capable de conjurer une colombe, mais tu vois, chaque fois qu'il dit un truc, en fait, il dit toujours, mais en même temps, la magie, on s'en fout, quoi, en fait. C'est quand il veut envoyer les gens dans la bonne direction, suivez la colombe, et la colombe qui part dans l'autre sens. Non, mais on s'en fout de la colombe. C'est pas dans ce sens-là. Et même, il fait quand même que des arnaques, parce qu'il fait quand même une entourloupe pour faire en sorte que Willow parte pas tout seul et puisse avoir des compagnons pour l'accompagner jusqu'à la croisée des chemins. Donc, il est quand même un peu truand. Ah oui, c'est un filou, le magicien. Ouais, je vois bien Gandalf, moins puissant que Gandalf, mais psychologue comme Gandalf, tu vois. Ça marche du tonnerre. Et justement, quand ils arrivent à la croisée des chemins, ils tombent sur un nouvel allié improbable, qui est Mad Martigan. C'est le premier humain qu'ils voient, probablement de sa vie, parce qu'il a jamais dû s'éloigner autant de son village. C'est vraiment un périple pour nos Nelwyn. Et Mad Martigan, c'est tout sauf un héros, hein, de prime abord. Il est dans une geôle fasciste. En train d'attendre d'être bouffé par les corbeaux à croiser des chemins. Et Willow, il lui fait pas confiance. Tous les autres sont là, ouais, allez, donne-lui le bébé, c'est un humain, c'est le premier humain qu'on rencontre, allez, donne-lui le bébé, on se casse. Ah, attends, si on l'a enfermé là, c'est qu'il y a une raison quand même. Et ouais, au départ, tu vois quand même que Willow, il est ultra protecteur et il a pas du tout envie de laisser la petite à Mad Martigan. J'ai un mec qui s'appelle Mad Martigan. C'est clair, il a les dents moisies et tout. Mais il y en a qui le font tout à fait dans Star Wars, hein. Tu t'appelles Saw Gerrera, tu as l'air d'être un gars de confiance, je te donne ma fille. Tu t'appelles le Blob, tu as l'air d'être un homme de confiance. Je te donne ma fille, je te la vends même, ce sera encore mieux. Ouais, donc là Willow il dit non mais attendez, c'est là aussi qu'on voit passer l'armée de Erk. Ah, me demande pas, tu dis les noms, il y en a plein que j'ai zappé. Alors lui, on pourrait le croire échappé du Rohan, quoi. Franchement, ça pourrait être un des compagnons d'Aragorn, Legolas et compagnie. Ah, c'est peut-être le moment de placer le moment Rouquin Power, ça aussi. C'est quand même, alors là, c'est là que je dirais que c'est la patte de Ron Howard, hein, qui lui-même est quand même le rouquin le plus célèbre du petit écran et du cinéma, parce qu'il a quand même grandi avec lui sur Happy Days, hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de roux quand même dans cette série. La gamine est rousse, la nana est rousse, la plupart des acteurs sont roux. Voilà, c'était un grand moment rouquin power. Willow est roux foncé, mais il est roux. Bah oui, c'est ce que je te dis. Donc, ouais. Roux power, bah, ils ont bien raison, parce que les pauvres... Et ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est quand... Parce que Mad Martigan, il est aussi lui aussi, c'est une croisée des chemins. Au moment où il rencontre Willow et que Willow le libère, il finit par lui confier la petite. C'est que il entame un arc de rédemption. Parce que c'est une fine lame, c'est un super guerrier, mais c'est aussi un super connard. C'est vrai qu'il y a des liens avec Han Solo dans le genre, je pense qu'il y a ma gueule, etc. Je crois en aucune cause, à part la mienne. C'est ça. Et puis, petit à petit, il va vraiment se transformer en chevalier, en héros protecteur, et en meneur d'hommes en fait, et se racheter comme ça parce que lui aussi finit par s'attacher à la petite et a vraiment risqué sa vie à plusieurs reprises pour la protéger et pour protéger Willow. Il finit par s'attacher à Willow, ça prend plus de temps, mais la petite elle se le met dans la poche assez vite quand même parce qu'elle, en plus les gamines, enfin c'est des jumelles évidemment, les bébés, elles jouent super bien. En fait, elles ont des... Ah ouais, c'est quand même dommage qu'elles soient pas devenues actrices après parce que les bonnes bouilles quoi, elles sont trop marrantes. C'est hallucinant. Elles sont trop marrantes quoi. Mais là, attends, du coup, tu nous as introduit Mad Martigan. Alors, on est parti un peu dans tous les sens. Vous me direz, vous avez l'habitude. Avec nous. Et on n'a même pas fait le pitch, mais tu me diras, on n'a pas là, besoin de faire le pitch parce que voilà, on est sur
vieux film, bon voilà. Ça. Mais là, tu m'as introduit Val Kilmer et Mad Martigan. Je fais une pause. Pause Val Kilmer, beau gosse. Ah non, mais pour dire comment tu te fais formater après quand t'es adulte, parce qu'encore une fois, 88, hein. Donc moi, mes mères, elle avait 12 ans à l'époque. Hein. Donc du coup, je tiens à dire que c'est là que j'ai découvert. Ah, les cheveux longs, c'est sexy. Oh, le torse-poil, ça fonctionne bien. Même quand t'as quand même un look épouvantable, qu'à un moment, il est quand même avec son espèce de robe rose qu'il a descendu, mis en string, qu'on dirait pratiquement Sean Connery dans Zardoz, mais en beaucoup plus réussi, je tiens à le dire tout de suite, parce que tu peux pas faire pire que Sean Connery dans Zardoz. Ça n'est pas possible. Même lui est pas arrivé à sauver le look. Mais avec Mad Martigan, ça fonctionne. Et c'est vrai qu'il nous a bien mis du torse-poil, des machins, des beaux moments, etc. Il avait pas fait grand-chose, Val Kilmer, avant. Il avait fait Top Gun, quoi. Et bon, voilà, c'est Top Gun, hein. Et puis c'était pas un rôle, ok. Et là, c'est vrai qu'il était en full chevalier power, le loup solitaire, donc, ce qui apparemment fait de lui un mâle sigma. On a pris ça récemment avec Aurélie. Donc on peut le placer d'entrée de jeu. Et ça le faisait carrément, quoi. Par contre, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que quand il est dans les cages, il a des dents dégueulasses. Je sais pas comment il fait. Il a un système de dentier auto-nettoyant ou alors quand il est passé dans le village. On le voit se nettoyer les dents. On le voit se nettoyer les dents avec des bouts de chiffon quand il est dans la cage, donc ça va déjà mieux. Et je crois avec des bâtons parce qu'il bouffe aussi des racines noires qui sont censées donner du poil. Oui, c'est vrai. Bah, efficace, hein, les racines, elles sont blanchissent les dents, dis donc. Si c'est comme les bâtonnets qu'on utilisait au Moyen-Âge pour se blanchir les dents, oui, ça marche. Ouais, mais bonjour les gencives, hein, par contre. Ah, mais enfin bon. Tony Gencive. N'empêche que, voilà, il était très sexy. Et donc, c'est peut-être là que j'ai commencé à repérer cheveux longs, torse-poil, ce qui me conditionnait bien pour les dramas chinois aujourd'hui, je tiens à le signaler. Et il y avait aussi le fait, faut le dire quand même, on va le placer là, même si elle arrive, la rencontre a lieu plus tard, mais que il y avait aussi ce truc qui était vachement bien dans ce film, que t'avais beaucoup de tensions sexuelles dans ce film, que c'était hyper bien réussi et pas perdu pour les gamines qu'on était, on l'avait bien remarqué. Et j'ai fait un moment hommage à Val Kilmer, je fais l'hommage à Joanne Wallet, qui s'est longtemps appelé Joanne Wallet Kilmer, parce que le couple est tombé amoureux quand ils ont tourné ce film, et tu comprends pourquoi, parce qu'ils vont très bien ensemble. Qu'est-ce qu'elle est belle dans ce film, qu'est-ce qu'elle est bien filmée. Oh là 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 là, elle est jolie. Ah bah je t'avoue que c'est surtout elle qui m'a marqué moi, hein. Entre le fait qu'elle était rousse, sa super armure de samouraï que j'avais utilisée dans des jeux de rôle après, j'avais reprise telle quelle, enfin ouais, et puis la belle robe blanche qu'elle a à la fin, enfin ouais. Joanne Wallet. Ah oui non mais moi le moment où je la préfère, c'est quand même avec les couvertures, avec la peau de bête. Ah bah ouais. Particulièrement jolie, on dirait un tableau. Ses peaux de bête et ses bougies là, machin sous sa tente. Et à ce moment-là, Val Kilmer joue hyper mal parce qu'il surjoue le côté je suis tombé amoureux, mais ça marche vachement bien. C'est la poudre d'effet qui rend complètement la poudre de fée, c'est pratique, mais à la limite, il aurait pas eu besoin de poudre de fée pour la kiffer, vu comment elle est présentée dans la tente, quoi. Bah, il la kiffait déjà avant, c'était parce qu'on était en mode tension sexuelle, hein, parce que depuis le début, c'est je sais pas si je vais la tuer ou si je vais l'épouser quand même. Comme Anne avec Léa, si Léa avait été une méchante. Donc on a un Villainous crush, mais inversé cette fois-ci. C'est Madame qui est méchante et qui va changer d'obédience par amour pour un homme, et puis par amour pour la petite. À un moment donné, elle s'attache à la petite et elle est prête à risquer sa vie pour elle. Ouais, mais elle le fait avec tellement de panache de passer de ça, parce que c'est pareil, même si la première fois, c'est pas elle qui donne le baiser, mais on le voit pas, du coup, le baiser, il est carotté. Pour moi, si tu veux, le baiser qui compte vraiment, c'est elle qui te l'empoigne, qui l'embrasse, voilà. C'est vachement bien, quoi. Elle a fini de tomber amoureuse de lui à Tiraslin, quand il se bat contre le dragon à deux têtes, là. Ah, ça, c'est l'effet de l'armure, tu vois, il a sorti... C'était le moment Legend, là, pour le coup, c'est je trouve mon armure dorée dans le fond de la citadelle. Panache. Et là, du coup, apparemment, la madame, elle avait pas succombé au torse-poil. Elle avait été tentée quand même, parce que tu vois qu'elle regarde un peu quand il est là, qu'elle lui met le couteau sous la gorge. Elle est pas contre le torse-poil quand même. La déclaration a quand même fonctionné, parce que elle s'est quand même laissée embarquer. Tu te rends compte rapidement plutôt que le contraire. Hein. Elle aurait pu se libérer à n'importe quel moment, mais elle était quand même intéressée en émoi. Et c'est vrai que, finalement, tu vois, le costume, le port de l'uniforme. Puis le voir jouer au héros, se lancer à l'assaut d'un dragon à deux têtes, cracheur de feu, c'est du même tonneau que Han Solo qui courbille en tête dans l'étoile de la mort, et Léa qui dit à Luke, ce garçon a du courage. C'est vrai qu'il a du courage. C'est du même tonneau. Ils sont tous très cons. Taré ou quoi?
Mais il y va le doigt au cul, le sabre au clair, enfin globalement le doigt au cul contre un dragon à 2 têtes, les gars, là, taré. Et je pense que c'est ce qui finit de la faire tomber amoureuse de lui. Donc c'est vrai qu'elle s'approche de lui avec cette rapière, ma pauvre. C'est vrai qu'il y a un côté vachement violent. Hein. Ma mère, quand elle m'a emmené le voir, j'avais 10 ans, elle a dit elle a adoré le film. Hein. C'est le seul film d'Heroic Fantasy qu'elle aime. Voilà, c'est pas du tout son genre. Normal, je te dis, c'est girl power. Bah c'est ça, c'est le seul film qu'elle m'a emmené voir au cinéma à la place de mon père. C'est le seul Heroic Fantasy qui est girl power. Parce que tu vois, celui qui était girl power en théorie, c'était Red Sonja, tu vois, avec Brigitte Nielsen. Mais sauf qu'en fait, ça allait pas vraiment parce que c'est plus un film sur Schwarzenegger qu'un film sur Brigitte Nielsen, quoi. En plus, elle se fait violer au début, arc de vengeance, pour devenir badass, faut être violée quand t'es une ouais, femme. Cool merci, Raoul. C'est ça, tout ça pour te balader en mini-jupe pendant tout le temps, avec les seins gonflés, Schwarzenegger. Bon, bah non. Nope. Moi, tu vois, ça me faisait pas rêver. Tandis que Sorcha, oui. Elle est top, Sorcha. C'est vraiment un super... C'est un beau personnage de méchante, bien écrit. Les personnages féminins ils sont tous bien écrits, les personnages. Parce que même dans ses interactions au début avec Val Kilmer, où elle le castre un peu quand même, hein, dans le côté coup de pied dans la gueule, et puis lui dire ah bah tiens, t'as perdu ta jupe, parce qu'en plus il se retrouve effectivement émasculé face à elle quand ils se rencontrent. Soit il est avec un costume à la con, il était déguisé en fille, ils ont osé faire ça quand même. Situation de faiblesse. Les mecs, c'est un survivaliste. Hein. S'il faut se déguiser en gonzesse et mettre des pommes dans le soutien pour sauver sa peau, elle le fera. Quoi. Des pommes, des pastèques, hein. T'as vu la taille des trucs. Je sais pas, il lance des pommes ensuite dans la course de char qui fait quand même méchamment penser à Ben-Hur et qui annonce Indiana Jones. Il a plusieurs pommes, hein. Il en a pas que deux des pommes, hein, par contre. Et au début, il la déteste. À un moment donné, elle lui dit qu'est-ce que t'as, regardez ma jambe. J'aimerais bien la casser en 2. Ouais, écoute, ça va pas être possible, esclave, hein, machin, puis elle se casse. Ah, je la déteste. Tu la détestes, mais enfin, t'aimerais bien la sauter quand même, hein. Oui, c'est ça que ça veut dire. Évidemment. Exactement. Oui, parce que tu vois, justement, tu disais la potion des fées. Voilà un truc. Alors, là, tu pars en full Shakespeare. Parce que c'est vrai que les brownies, alors... C'est Puck. C'est vrai que les brownies, tu te dirais que c'est parce qu'ils ont mangé trop de space brownies. C'est pour ça qu'ils ont été appelés comme ça. Mais alors, on rappelle que les brownies, c'est un nom qui, à l'origine, désigne des fées, enfin, voilà, des lutins, on va dire des esprits farceurs, dans le folklore gallois écossais. Et notamment, ça a donné un personnage ultra connu de la littérature qui est Puck, qui est un brownie en fait. Hein. Qui fait que des conneries avec les potions. Parce que c'est vrai que Sherlindra, c'est une équivalente de Titania, de la reine des fées. Et donc, en plus, c'est vrai que c'est ces petits personnages qui déguisent en animaux. L'autre, il a sa tête de souris, etc. Sur son costume. Et donc, normalement, les brownies, en plus, sont associés souvent avec il y a des histoires où t'as des brownies qui sont avec des sages-femmes. Il y en a un qui va chercher une sage-femme pour aider une femme à accoucher. Donc, c'est marrant qu'ils accompagnent un bébé, finalement. Mais ce sont normalement des êtres de maison qui sèment la zizanie dans la baraque ou dans les granges. Et les brownies, donc, ils ont cette potion d'amour, ce filtre d'amour, qui est le ressort principal, d'ailleurs, du songe d'une nuit d'été, où tu tombes pas amoureux de la bonne personne. D'ailleurs, quand eux l'utilisent par erreur, enfin, ils se retrouvent à en avoir sur la tête, celui qui porte la tête de souris tombe amoureux d'un chat. Alors, tu pourrais penser que c'est parce que tu tombes amoureux du premier être que tu vois. Normalement, c'est ça que ça fait. Donc, lui, ça a traversé les espèces, tu vois, visiblement. Et donc, à ce moment-là, quand c'est utilisé sur Mad Martigan, en théorie, il aurait fallu qu'il tombe amoureux des brownies ou de Willow. Pourquoi ça marche à délai, tu vois, à retardement quand il voit Sorcha? Alors, tu vois, c'est un mystère que je me suis jamais expliqué. Parce que c'était la seule femelle de son espèce. Parce que l'autre, c'était une chatte, en fait. Il est tombé amoureux d'une chatte. J'en sais rien. T'es sûr que c'était une chatte? Il me semble que oui. Et alors, c'est marrant parce que les deux acteurs qui jouent les plus petits, en fait, de l'histoire, ils étaient assez grands, en fait. J'ai vu des photos où ils faisaient des essayages de costumes. Ils étaient tous les deux très grands. Et alors, c'est marrant parce que, donc, ils leur ont fait des espèces de peintures tribales sur le corps. Comme ça a été filmé en Nouvelle-Zélande, alors ce sont pas des Maoris, hein, les acteurs, très clairement. C'est vrai qu'il y a quand même le côté tribal Nouvelle-Zélande qui est un peu présent sur leur... Ça fait plus animal, hein, mais quand même, j'ai remarqué ça. Et ils leur ont donné bizarrement également des noms français et un accent français en version originale. C'est Franjean et Raoul. Je dis, mais... Alors, probablement parce qu'ils sont associés avec les filtres d'amour. J'imagine que c'est pour ça qu'ils ont choisi ce Franjean et Raoul. Normalement, c'est du folklore écossais et gallois. Et d'ailleurs, il y a dans les noms, beaucoup d'influences clairement galloises, écossaises. Parce que même dans les formules magiques, on dirait un peu du gallois. Ouais.
C'est pour ça que ça ressemble autant à ce qui sera développé ensuite pour les différentes formes delphiques dans Le Seigneur des Anneaux. Et le lien avec Tolkien, on le retrouve là aussi, c'est parce que c'était un spécialiste des langues anglaises avant l'invasion des Normands, avant l'introduction du français dans ce qui a donné l'anglais moderne en fait. Donc ouais, c'est du gaélique. C'est pour ça que ça fait vraiment penser quand il parle en elfique dans Le Seigneur des Anneaux, il y a encore des liens. Enfin, quelque part, Willow annonce aussi Le Seigneur des Anneaux dans le sens où s'il n'y avait pas eu Willow, qui est devenu culte, enfin vraiment un marchepied, un tournant dans le développement du cinéma de fantasy, est-ce qu'ils auraient osé le faire Le Seigneur des Anneaux? Déjà, je vais te dire une chose. Il n'y aurait pas eu Willow, t'aurais pas eu le combat gériatrique entre Saruman et Gandalf. C'est tout ce que je dis. Ouais. Parce que c'est clairement une ressucée du combat final entre Phil Razel et Bav Morda. C'est exactement la même chose. Ça, c'était génial, je l'avais noté. 4 fights de vieilles, on n'a jamais vu ça. C'est 4 fights de vieilles qui annoncent le 4 fights de vieux, en fait. Donc, honneur aux dames. Voilà, elles l'ont fait avant. Surtout que l'actrice qui fait Finn Razel, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'elle jouait dans l'Histoire sans fin. Je sais pas, mais celle qui fait la méchante, elle était dans une version du Magicien d'Oz. Ah, Jean Marsh. Absolument épouvantable. Ouais, elle jouait bien dans l'Histoire sans fin. C'est ça. C'est, tu sais, avant qu'il arrive à l'oracle sudérien, c'est la vieille qui fait des potions dégueulasses et qui fait des piqûres au dragon chien, là, à Falcor. Ah oui, c'est elle. Je vois. Ouais. Pour finir sur le Villainous Crush, ce que j'ai bien aimé dans l'écriture de Sorcha, c'est que à aucun moment tu te dis c'est une bitch. C'est pas une garce en fait. Elle est dure. Au début, quand elle est méchante, etc., qu'elle a la pression sur elle pour retrouver le bébé, ouais, c'est une pourriture, c'est une guerrière. Mais c'est pas une bitch. Et à partir du moment où elle a ce retournement par amour, qu'elle trahit sa mère quand même, c'est pas rien. Et définitivement, elle devient une héroïne à part entière. Donc ça, j'ai trouvé ça super cool. On a un passage où ils se battent dos à dos avec Mad Martigan. Donc là, on est en full Scène réo. du trône. En full rélo, voilà. On a vraiment notre couple Villainous Crush héros. Il y a un moment où elle est en blanc et lui il est en noir. Oui, on a du full rélo. Ouais. J'avais noté ça aussi. À Tiraslin, bon, en dehors du fait que les trolls sont dégueulasses, une fois que tu les tues, c'est juste immonde, quoi. Même avant, ils sont moches. Ils sont moches, ouais, on les croirait échappés de 2001, l'Odyssée de l'espace, tu sais, la scène du début, là. Moi, tu veux, je te dis, je pense que c'est encore une suite du filon Gulliver. Parce que on dirait un peu des Yahoo, quoi. Oui, c'est vrai. On a eu les Lilliputiens avec les brownies, et là, maintenant... Et comme il y a déjà un passage Gulliver au moment de la rencontre avec Charlindra, quand ils sont attachés au sol, et c'est d'ailleurs marrant, parce que normalement, c'est un être humain, enfin, ça disait tout petit, et là, c'est les plus petits, on va dire, de la version humaine, bon, les Nelwyn, quoi, voilà, qui sont attachés par les brownies. Je trouvais ça marrant qu'ils aient fait ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des allusions à Gulliver qui sont évidentes. Et donc, celui-là, je pense qu'on dirait plus des Yahoo, parce que les trolls, moi, je les voyais pas comme ça. Hein. Les trolls, pour moi, non. La version Seigneur des Anneaux ou jeu de rôle, avec la peau verte, des gros machins qui se cachent sous les ponts. Voilà, tu me diras, le troll qui l'agresse, il était sous un pont. Mais voilà. Et... c'est pas un pont qui m'a fait rêver, je le dis tout de suite. Mais alors, du coup, je t'ai coupé, tu partais sur les trolls. Pour aboutir au dragon à 2 têtes, et en fait, quand j'ai vu ce dragon à 2 têtes, je dis quoi? Encore un rancor? Mais la tronche, ça m'a tellement fait penser au rancor. Je me suis dit, merde! On s'en sort pas. Ah ouais, l'animation qui est très réminiscente du travail de Ray Harryhausen, tout ce qui est Clash des Titans, Jason les Argonautes, etc. On est en stop motion à ce moment-là. Ouais, c'est encore du stop motion. Ouais, mais alors là, tu vois, pour le coup, si tu penses à Jason aux Argonautes, etc., c'est le filon mythologique qui est également exploité plus d'une fois, parce que dans ce château à Tiraslin, tu pourrais être finalement dans le repère de la Gorgone, parce que tu as ces personnages qui sont dans la pierre, bon, ils n'ont pas exactement mis des personnages en pierre, ça serait trop vu, mais donc ils sont prisonniers d'espèces de blocs, de glace-boue, enfin c'est pas trop, quoi, mais tu vois qu'il clairement il y a eu des êtres qui ont été figés, donc tu pourrais t'attendre à tomber sur une gorgone, mais non, il y en a pas. Donc on sait pas qui les transforme comme ça en pierre. Enfin, il y a une espèce de malédiction généralisée sur le coin. Il pense que c'est Bav Morda. Raziel dit c'est Bav Morda qui a jeté un sort sur le royaume de Tiraslin. Parce qu'elle va avec toutes les sorcières de la mythologie, parce qu'en plus c'est Circé qui transforme les gens en cochons parce qu'elle méprise les hommes. Ça on peut le placer parce que bien qu'elle ait des vieux barbus et des vieux barbants autour d'elle, on est quand même dans un monde qui, normalement, le monde de Bav, je dirais que c'est un monde sans hommes d'une certaine manière. Tous les adversaires sont des
hommes autour d'elle. Il y a son général Kael, certes, en tête de mort, mais il y a un truc qui est hyper rafraîchissant et qui va également dans le girl power et de l'épisode qu'on a discuté récemment sur la maternité. Voilà un film où on s'en fout des papas. Ah oui. On s'en fout. On sait pas qui est le père d'Elora. Visiblement, elle ne tient pas de son père, hein, son pouvoir éventuel, parce que bon, à part que son pouvoir, c'est juste le pouvoir de l'amour que les gens peuvent éprouver pour elle et à vouloir la protéger. Elle n'en a pas de pouvoir à part ça. Mais voilà, on s'en fout de son père, on voit sa mère et on voit une sage-femme. Après, Sorcha, c'est pas qui est le père, et on s'en fout. Personne posera la question. Voilà, c'est un truc qui est frappant, si tu veux. C'est pas une Palpatine, a priori. Non. Ça, c'est rafraîchissant. Non. J'allais dire, parce que pendant que tu parlais de la créature à 2 têtes, et j'ai mentionné le général Kael, faut le dire aussi qu'il y a un clin d'œil qui est fait avec ces 2 personnages d'une certaine manière, parce que c'était le petit clin d'œil revanchard de George Lucas et Ron Howard. Je sais pas lequel a eu l'idée des 2, mais la créature, j'ai oublié son nom, mais c'est une combinaison, si tu veux, parce que c'est censé représenter des critiques cinéma hyper connus aux États-Unis, qui sont Roger Ebert et Gene Siskel, qui faisaient des critiques de ciné et qui d'ailleurs ont détesté ce film. Et donc en fait, Mad Martigan en train de tuer la bête à 2 têtes, la bête immonde à 2 têtes, ce sont les critiques ciné. Et le général Kael, le nom vient d'une critique ciné qui s'appelait, parce qu'elle est décédée depuis, Pauline Kael. Enfin, je crois qu'elle est décédée. Et donc c'était également aussi un clin d'œil revanchard pour cette critique ciné. Tu sens que George Lucas, il en avait marre de se faire éreinter par la critique. Ou alors c'est Ron Howard qui est passé derrière, j'en sais rien, mais tu vois, c'était le petit clin d'œil. Ah, c'est rigolo ça. Petit côté revanchard, un peu mesquin, mais bon, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Mais d'ailleurs, la critique ciné, Pauline Kael, elle s'était complètement reconnue parce qu'elle avait dit, je crois que quand elle avait fait la critique du film, qu'elle avait pas du tout aimé d'ailleurs, elle avait dit ah tiens, mon hommage à moi, en français dans le texte d'ailleurs, je crois. C'est marrant que ce général ultra masculin, extrêmement violent, enfin, il a une espèce de crâne un peu difforme qui lui sert de masque. Et puis quand il le soulève en dessous, t'as l'impression que c'est l'homme de Néandertal. Il a quand même des traits vraiment particuliers, hein, cet homme-là. Il a l'arcade sourcilière très prononcée, il est prognate, enfin vraiment on dirait un homme de Néandertal. Et il fait vraiment flipper. Mais vraiment flippé, il massacre tout le monde, je pense que c'est le personnage le plus violent de tout le film. Par contre, devant Bavmorda, il est comme un gosse et elle hésite pas à lui mettre une grosse mandale dans sa gueule pour te dire à quel point cette nana, les mecs, elle en a rien à foutre, quoi. Elle en a rien à foutre. Oui, puis quand il lui dit en plus, votre fille va vous trahir un jour, oh, mais non, tu dis des conneries, j'ai plus confiance en elle qu'en toi, donc. Elle dit ça à un de ses merlins, elle dit pas ça... Ouais. Elle dit pas ça au général, elle dit ça à un de ses merlins, et quand l'autre lui dit, elle s'est retournée contre vous, elle fait « Préparez le rituel !» pète un câble. Voilà un personnage féminin passionnant aussi, Bavmorda. Alors déjà, Bavmorda, ça fait Bavière. Plus récemment, moi, ça m'a fait penser à Barovie, qui est une espèce de une Transylvanie fantasmée dans un jeu de rôle où il y a tout le temps la brume et des créatures bizarres. Enfin, on est complètement là-dedans. Elle a un château, ma pauvre, que si c'était un mec, on dirait qu'elle a envie de compenser quelque chose comme le prince Farquaad. Le château le plus glauque que j'ai jamais vu. Je veux dire, c'est la version... avec un goût pour les escaliers intérieurs qu'on dirait la citadelle de labyrinthe, si tu veux, avec des escaliers. Oui, c'est vrai, il y a de ça. Tu vois, la l'esthétique de labyrinthe aussi. Ouais. Des escaliers qui mènent nulle part. Je sais pas pourquoi il y a des trous à droite à gauche. Je sais pas si ça fait stylé. À une époque, il y avait des étages, un loft, tout ça. On est en plein réaménagement. Je sais pas. Mais ouais, c'est la version... on avait fait le lien avec le château de la sorcière Charal sur Endor dans le deuxième film des Ewoks. Là, on aurait une version évoluée plus en fait. Hein. Et il est imprenable ce château. D'ailleurs, ils arrivent à le prendre par la ruse, par la force. Monter un siège, c'était impossible. En plus, ils étaient pressés par le temps. Mais moi, j'aime beaucoup son design en fait parce que... Blanche-Neige. C'est ça. En fait, elle a un diadème qui m'a fait penser aux cornes en métal de Mylène Farmer dans Sans logique. Le clip est sorti à peu près en même temps. En dessous, elle a une espèce de guimpe, enfin voilà, qui lui couvre le visage. Une grande robe. Sa cagoule, quoi. Voilà. Une cagoule. Qui est très médiévale d'inspiration, enfin Moyen-Âge central. Et puis, elle a une grande robe noire, mais quand elle enlève la robe, en dessous, c'est la momie, quoi. Elle est recouverte de bandelettes. À un moment donné, elle se change au début du rituel, dans la dernière partie du film, et tu fais, oh putain, c'est la momie. Et je pense que tout ça, ça contribue à la rendre vraiment, vraiment flippante. Sans compter que l'actrice
joue très très bien et elle est glaçante. Elle est perverse, enfin elle recule devant rien, elle a soif de pouvoir, elle n'hésite pas à se retourner contre sa fille, à essayer de la tuer quand celle-ci l'a trahie. Bah, tu te demandes comment elle peut aimer sa fille. Elle attendait de la loyauté de sa fille et que sa fille excelle aux armes, puisque manifestement Sorcha n'avait aucune disposition pour la magie, ou sa mère était tellement avide de pouvoir qu'elle voulait pas partager avec elle en fait. Mais elle est incapable d'éprouver de l'amour. Bavmorda, c'est pas possible. Tu te demandes comment elle a eu un gosse. Peut-être qu'elle est devenue reine en épousant un roi, mais comme tu l'as dit, on le saura jamais. On s'en fout. Les mecs sont... Non, on le saura jamais. On dirait une Ce qui est frappant, c'est que même quand elle se rebelle, elle aime sa mère, Sorcha. Hein. Bah oui, elle aime sa mère. Elle essaie de lui dire d'arrêter, etc. Quand elle commence à transformer toute l'armée des gentils en cochons. Avec nos deux petits cochons de lait, les brownies transformés. Ils sont plus grands en cochons, ouais. Le ratio est quand même pas très logique. Ouais. Et donc 200 cochons sur le tournage. Et c'est pour ça que j'avais commencé sur le cochon, parce que tout est bon dans le cochon et dans Willow aussi. Régulièrement, il y a un fil rouge du cochon. Ouais. Tu commences quand même au début du village avec un cochon qui tire la charrue. Après, le tour de passe-passe se fait avec un cochon. Une des premières insultes qui passe au moment de la croisée du chemin, c'est tu vas finir sur un piquet à cochon. Je sais plus à qui le dit, mais enfin, déjà, c'est à utiliser ça. Et c'est vrai qu'après, t'as rebelote avec les cochons dans cette séquence de Circé, ouais. T'as l'impression que c'est l'insulte suprême, comme chez nous, hein, en fait. Hein, ça, ils l'ont bien repris, quoi. Je pense qu'une des inspirations pour Willow, c'est Samwise Gamgee, du Seigneur des Anneaux. Oui. Parce que même à un moment donné, elle lui dit presque de façon littérale, Finrazel, bah justement au moment où il touche la tresse de sa femme avant de lancer l'assaut contre le château de Bavmorda, elle lui dit presque tu trouveras ton courage. En gros, ce que Galadriel dit à Frodo, etc., à Sam, enfin voilà, c'est... Oui, c'est Sam, c'est Frodo, c'est le... C'est plus Sam que Frodo, oui, parce que Frodo ne peut pas retourner à la vraie vie. Tu vois, à la fin, elle est pas très gaie si tu penses à Frodo, en fait. Ouais. Sam, lui, peut retourner à une vie conjugale, avoir des enfants, reprendre sa place dans la société. C'est ce que fait Willow à la fin. Donc oui, il est plus proche de Sam, même dans l'esprit, dans le côté nourricier, dans le côté courageux, enfin le courage du cœur et de l'amour et de l'affection, c'est plus Sam. C'est plus Sam, ouais. Il y a le côté agriculteur, puisque Sam, il s'occupe des espaces verts quand même, au départ. Et puis, bah, Willow, c'est un agriculteur, hein, donc ça le passionne pas, mais lui, ce qu'il voudrait faire, c'est de la magie, mais le fait est qu'il est agriculteur. Moi, j'ai bien aimé aussi le côté Sith, toujours de Bavmorda, puisqu'elle envoie des éclairs. C'est une Palpatine, peut-être. La Sorcha est une Palpatine, éventuellement. On ne sait plus maintenant, hein, mais ouais. Donc il y a quand même beaucoup de références à droite à gauche. Et ce qui est amusant, c'est que tu as des références prises dans ce qui est venu avant, bien sûr, mais tu as aussi des choses qui seront reprises plus tard. Donc Willow, c'est aussi un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est une croisée des chemins, en quelque sorte, dans l'histoire du cinéma fantastique, je pense. Même si, finalement, il a une influence qui a largement dépassé l'accueil critique ou même public au moment de sa sortie. Il y a un truc que j'ai pas aimé, je vais le dire tout de suite, qui est quand à un moment, je crois que c'est le magicien qui dit ça, qui est que la magie c'est le sang de l'univers, et j'étais là, oh Georges, toi et tes midi-chloriens, arrête de nous les fourguer partout. C'était avant la prélogie, mais tu vois, il est pas en train de dire que dans le sang il y a de la magie, mais tu vois, je sais pas pourquoi cette phrase, ça m'a tout de suite fait penser à ces midi-chloriens. Je pense que c'est plus avec l'idée du sang et le fait qu'on ait un fil rouge du sang, mais pour moi qui est beaucoup plus féminin qu'autre chose dans ce film. Mais après, le sang revient dans les rituels, parce que regarde, quand Willow doit essayer de transformer Finrazel avec la baguette de Shalindrea, Razel le mord, elle est sous forme d'opossum à ce moment-là, je crois. Elle le mord pour qu'il utilise son sang, qu'il l'ajoute à sa préparation et qu'il en imprègne la baguette avant de commencer le rituel. Et puis quand Bavmorda commence son rituel aussi pour envoyer l'âme de la petite dans l'au-delà et qu'elle ne représente plus une menace, en gros contrecarrer la prophétie, elle lui coupe une mèche de cheveux, mais il y a aussi du sang d'animaux sacrifiés autour. Et d'ailleurs, au moment où sa magie va se retourner contre elle, elle va être prise entre les éclairs qu'elle a elle-même invoqués et le sang qui était dans ses grandes coupelles et qui s'est renversé. Et c'est comme ça qu'elle
elle meurt en fait. Et le rituel qu'elle a préparé, finalement, c'est elle qui en est la victime et elle va disparaître dans les limbes. Donc la notion du sang, ouais, elle revient à plusieurs reprises dans la pratique de la magie. Tout ça pour que le bébé finisse avec une famille avec laquelle elle a aucun lien de sang d'ailleurs. Exactement. Aucun avec lien une famille de sang. adoptée. Et d'ailleurs, je vais dire que je suis très inquiète pour le futur de cette gamine parce qu'elle se retrouve dans la famille solo finalement avec Pat Martigan. Et je suis pas sûre que ça va bien se passer. Et des choses accréditeraient un peu d'ailleurs mon ressenti déjà à l'époque parce que il y a eu une suite en roman à ce film. Ils ont fait une trilogie sur Elora Danan. Alors c'était Shadow Moon, il y avait Shadow Dawn et puis je sais plus quoi, Shadow Star je crois. Voilà, c'était les trois. Je sais pas si c'était dans cet ordre-là. Et justement, je crois qu'un des premiers, elle est devenue ado et c'est une espèce d'adolescente pourri gâtée, pas bien élevée et bon qui après va avoir son chemin héroïque de parcours de héroïne et rédemption. Je sais pas, je les ai pas lus, je sais pas si ça vaut le coup de les lire et je suis pas convaincue qu'ils vont les exploiter pour la série Disney Plus qui était censée être prévue mais qui a été repoussée sine die puisque le réalisateur qui était intéressé au projet a dit qu'il pouvait pas pour des raisons familiales, donc pour l'instant c'est un petit peu mis de côté. Pas aux oubliettes, mais c'est en stand-by pour le moment. Oui, une série Willow, je me demande dans quelle direction ils partiraient. Bah, s'ils reprennent Warwick Davis, ça va être des décennies après les aventures du film. Je t'avoue que le film, j'aime tellement que ça m'emmerde qu'ils fassent une série en fait. J'ai pas envie. Bah si ça a rien à voir, ça peut aller. Ou si effectivement c'est Elora Danan plus tard, mais comme bon, on est largement plus tard, si tu veux, ce sera pas une jeune adolescente parce qu'il a quand même vieilli. Warwick Davis. Oui, bah t'imagines, le film il a 30 ans, donc plus de 30 ans. Là. Ouais, donc c'est peut-être la fille d'Elora Danan ou je sais pas. On va aller sur autre chose, j'en sais rien. Voilà, on est dans la partie un petit peu joyeux foutoir de la fin où on place tous les trucs qu'on n'a pas pu placer. Alors, on n'a pas parlé de la comédie. C'est vrai qu'on rit beaucoup et c'est pas la plus subtile des comédies, mais ça marche toujours. Hein, tu vois, comme le moment où il est en train de faire ses mouvements d'épée dans la neige et t'as Willow qui est là, oh mon Dieu, mais c'est vrai que c'est lui le plus fort. Et puis à ce moment-là, il fait une grosse gaffe, il se casse la gueule dans la neige. Et puis après, t'as la poursuite en luge. On a revu dans l'âge de glace après, parce qu'ils l'ont réutilisé dans l'âge de glace. Alors, qui se termine en roulé-boulé dans la neige, mon pauvre. Et c'est là que tu as bien vu qu'il y avait un cascadeur avec un mannequin devant. Ah oui! Il y a un moment, tu vois bien qu'il n'y a pas Warwick Davis sur la luge. Hein. Mais t'es rassurée d'ailleurs, hein, le parce truc que... improbable, cette descente en luge, mais qui fonctionne et qui est portée, et ça aussi on l'a pas placé, par la superbe musique de James Horner. Qui fait la moitié du boulot. Elle est magnifique, cette musique. Elle marche super bien. Et c'est vrai qu'après, il fera la musique de Titanic et d'Avatar. Donc voilà, avec tout le succès que ça a pu avoir. Malheureusement, il est décédé dans un accident d'avion. Donc il y a pas longtemps. Il est mort à 61 ans, je crois. Mais voilà, il a fait plein de bandes originales. Et celle-là, elle était quand même très réussie. Elle fonctionne très bien. Bah ouais, parce que la musique, elle est superbe. T'as plusieurs thèmes. T'as le thème de Mad Martigan, l'aventure. Elle est bien. Donc t'as envie de monter à Toi, cheval, courir dans la plaine et tout. T'as envie. T'as le thème de Willow qui est super beau. Ça fout les poils et tout. Et puis t'as aussi à la fin les chœurs qui chantent dans les aigus comme ça. C'est des voix éthérées qui rappellent les fées, la magie, la brume. Enfin, t'es vraiment... Retrouvez-nous dans un prochain épisode pour une version de Willow entièrement bruitée à la bouche par Aurélie. Pour des raisons de budget. C'est une musique qui est qui était dans mon Walkman à l'époque et que j'ai encore dans mon iPod maintenant. Ça fait plus de 30 ans que je l'écoute. Elle a pas perdu de sa magie justement. Non. Elle est top. La partition est top. Bah non, comme la beauté des images. Bon, tu me disais les costumes. Tu parlais du costume de Sorcha et tu vois celui du général Kael. Je tiens à dire que ma fille, qui est très jeune, donc ma fille a adoré. C'était son personnage préféré Kael au niveau du visuel parce qu'elle disait wow, son armure elle est trop stylée. Donc, Mais tu sais pas à quoi les gamins vont réagir parce que ce film on l'a vu à 10 et 12 ans. C'est vrai que c'était violent mais c'est pas ce que j'avais retenu. Moi j'avais retenu la magie, les brownies qui me faisaient marrer. Le villainous crush, déjà, forcément la méchante était trop sexy, voilà. La sorcière qui était hyper stylée, les châteaux, les transformations de cette pauvre fine Razel, et puis l'autre qui se fait chier dessus parce qu'on n'en a pas reparlé, mais pareil, t'as du running gag sur le préfet
qui se fait toujours, qui se fait vomir ou chier dessus à la fin par le pigeon, par la colombe qui a réussi à créer Willow. Donc quand lui il revient au village, il arrive à faire les mêmes tours de passe-passe que le vieux Merlin Nelwyn là. Je suis sûre que maintenant il l'a dépassé en termes de magie. Il doit être quelques niveaux au-dessus, tu vois, il a gagné plus de points d'XP que lui, mais bon, c'est ça que j'avais retenu étant gosse, quoi, pas forcément la violence. Et Kael, il était bien, il est saisissant ce personnage. Après, il y a d'autres anecdotes qu'on n'a pas mentionnées sur le film. Par exemple, tu vois, le fait que Mad Martigan, normalement, c'était John Cusack qui avait été approché pour jouer le personnage. Ah ouais. Ouais, donc je sais pas ce que ça aurait donné. Ça aurait peut-être moins donné en torse-poil, mais très bien John Cusack, mais voilà, j'aime beaucoup par ailleurs John Cusack, mais j'arrive pas à voir un autre acteur dans la peau de Mad Martigan, mais c'est pour te dire qu'il avait vraiment bien fait le rôle. Et il y avait aussi ah oui, la question de la continuité avec les 3 glands. Parce que il y a les fameux 3 glands qu'on lui donne, et à l'écran il en utilisera que 2, et ça a été longtemps un mystère pour plein de gens. C'était mais alors attends, qu'est-ce qu'il est devenu le 3e gland? Et non, ça part pas en full délire sexuel, je vous rassure. Et donc du coup le 3e gland, il a été utilisé en fait dans une scène qui a été coupée au montage. Ils avaient tourné une scène de tempête quand ils quittent l'île avec Finn Razel à bord du bateau, où il y a Bavmorda qui provoque une tempête et qui les attaque, et donc il utilise le gland, et le gland tombe sur le bateau et pétrifie le bateau. Et est-ce que cette scène est dans alors probablement elle a été dans des bonus de version Blu-ray qui ont été refaites, je sais pas si elle est disponible sur Disney+, moi je l'ai pas vu cette scène, mais c'est vrai que du coup il y avait des problèmes de continuité qui avaient été réexpliqués par Warwick Davis quand il disait bah oui, après on me revoit avec les cheveux mouillés, et ouais, le gland il a été utilisé. Donc mais c'est vrai que par rapport à l'écriture, bah oui, ils ont bien pensé à faire utiliser leur symbolique et leur MacGuffin et tout, mais dans le rendu il y avait un petit truc qui pêchait. Alors moi je t'avoue que ça m'a pas empêché de dormir pendant toutes ces années, mais apparemment il y a certains, tu vois, qui le soir, mais qu'est-ce qu'il est devenu le 3e gland? C'est comme la 3e leçon de Luc Arrêt, c'est pas très grave hein, s'il en manque une, enfin. Non mais voilà, on répond à la question, si vous étiez posé la question. Parce qu'il y en a un, il le perd au combat, il va pour s'en servir et puis le truc lui échappe des mains, et l'autre il pétrifie la main de Bavmorda, bon sauf qu'elle est beaucoup plus puissante, donc forcément ça lui fait pas un effet très prolongé, quoi. Ouais, puis c'est marrant parce qu'il s'appelle Willow et il est associé, bon alors le gland c'est avec le chêne certes, mais il est associé finalement avec des objets magiques qui sont des continuités d'un arbre. Ouais. Que ce soit les glands ou après la baguette, alors on sait pas en quoi elle est faite, faudrait demander au vendeur de baguettes d'Harry Potter, mais tu vois, finalement il reste associé avec. Et avec les cochons, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Le tour de passe-passe cochon, c'est comme ça ça m'a toujours fait délirer, parce que l'autre elle est tellement pétée de pouvoir, elle est tellement voilà, que elle peut même pas concevoir que ce soit un tour de passe-passe que tu fais sur la foire du village, quoi. De la foire médiévale. Ah ouais. Exactement. Il était pas montreur d'ours, il était cacheur de cochons. Bon, ça l'a arrangé hein, sur la fin contre Bavmorda. Et elle est là, oh, c'est impossible. T'es con quoi? Il te l'a faite à la David Copperfield, t'as rien vu? Non, parce qu'elle peut pas s'imaginer un niveau de pouvoir niveau 1, tu vois. C'est même pas de la magie, si tu veux, c'est de la dextérité. Il a fait un jet de dextérité et puis voilà, il a fait une réussite. Et elle a rien vu et j'ai trouvé ça excellent, quoi. Parce qu'il est plein de ressources finalement, Willow. Il est courageux et puis il a oublié d'être bête, quoi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas une carpette, Willow. Même s'il se fait traiter comme de la merde, il ouvre sa gueule. Et quand il est sûr d'avoir raison, il lâche pas l'affaire, quoi. Il a ses opinions et même Martigan qui fait 3 fois sa taille, il hésite pas à lui dire ce qu'il pense de lui, à lui rentrer dans la gueule. Donc ça, je trouvais ça cool. Et il hésite pas à affronter Bavmorda, qui est quand même le personnage le plus flippant du film. Pour protéger la petite, il est prêt à tout. Donc c'était ça sa vraie qualification, en fait. Et c'est quelque chose qu'il a toujours eu en lui, ça rejoint le parcours du héros, en fait. Comme sa capacité à faire de la magie, il avait le talent, il avait le potentiel, mais il avait besoin de cette aventure pour gagner en confiance en lui, en puissance, faire les bonnes rencontres aussi, et puis dans l'adversité, découvrir son propre pouvoir, quoi. Donc c'est vraiment le parcours de héros standard de Campbell, mais bien fait. C'est-à-dire que t'as beau sentir comment ça va se finir, à aucun moment ça te gâche le plaisir de voir le film, quoi. Tiens, bon. Parce que t'as une époque où on faisait ça bien, hein, parce qu'il l'avait fait bien aussi dans le Star Wars que nous on connaissait à l'époque, on va dire. Bah c'est ça, ouais. C'est pas non, à la fin je vais défier vos attentes et what a twist. Bah non, t'écris un mythe moderne, tu fais pas ça, voilà. Donc et Willow, c'est l'équivalent d'un mythe moderne, quoi. Bah c'était feel good. Ouais, mais c'est comme si ils avaient pas réussi à jeter l'anneau dans le volcan, ou comme s'ils avaient pas réussi à sauver la petite. Enfin, je veux dire, c'est inconcevable dans ce genre de récit, quoi. Si vous n'avez pas encore vu Willow, bah, on espère qu'on vous aura donné envie de voir le film.
même si on a été sans filtre et qu'on a mélangé spoiler, non spoiler, machin, parce qu'il est sorti il y a plus de 30 ans et que voilà. Ouais, il y a prescription. Il y a prescription, exactement. Si vous l'avez déjà vu, on espère qu'on vous aura donné envie de le revoir et de le re-revoir. N'hésitez pas, à moins que vous l'ayez en Blu-ray, mais sinon allez sur Disney+. On n'est pas sponsorisé, mais vraiment, moi, la qualité de l'image, j'ai été bluffée, complètement bluffée. Et puis, on vous retrouvera très bientôt pour l'analyse de façon détendue d'un autre film culte. On n'a pas encore décidé ce que ce serait, hein, Claire? Pas culte, hein, d'ailleurs, mais qui est culte pour nous, ou qu'en tout cas, on a envie de discuter pour des raisons diverses et variées. Oui, ça va du torse-poil à la mythologie, voilà, c'est... On a toute une liste, hein, vous commencez à nous connaître, généralement on a des listes longues comme le bras, qu'on finit un jour ou l'autre par sortir, parce qu'on lâche pas l'affaire. Comme Willow. Mais dans les commentaires, si vous avez des requêtes, des films des requêtes, voilà, des suppliques de films que vous aimeriez nous voir analyser, le bureau des demandes est ouvert, donc n'hésitez pas à nous suggérer des films que vous voudriez voir disséqués par nos soins. Voilà, et on vous dit à très bientôt.